De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à une autre émission de Quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui à l'émission, on reçoit un autre monsieur que vous connaissez, oui, de la musique, mais aussi de la radio maintenant. Eh bien oui, il trade in son micro qui bouge pour un micro qui ne bouge pas tant que ça. Aujourd'hui, à De quoi tu parles de? On parle à Yao. Ça va bien, mon chum? Salut les gars, toujours un plaisir de vous voir. Yes. Nous autres aussi. Toujours. Tu dis qu'un micro qui bouge peut-être moins que dans ses performances, évidemment, Ouais. mais je dirais que ses lèvres, par exemple, bougent autant. C'est une bonne C'est perspective. tellement weird comme chose à dire. Tu vois, Yao, il dit c'est une belle perspective. Toi, tu dis que c'est weird. À cause moi, je te vois un show de Yao, puis je suis comme, pourquoi tu fixes les lèvres? Ben, parce que tu veux voir, il parle, il est vraiment en train de rapper vite comme ça. Ah ben, en vrai, devant moi, OK. Non, Ouais. t'as jamais fait ça? Non. Ben, moi, Je regarde absolument. plus comme un gars qui est comme 6 pieds 5 en train de bondir partout. Je suis comme, man, il pourrait me sacrer une volée. Oui, mais c'est parce qu'il y a des moments dans son show, des fois, qu'il regarde la foule avec un regard où ce que t'es comme, je vais te regarder. Oui, Puis là, ouais. c'est ça. Puis dans ces moments-là, Mais des Yao, fois, tu regardes le point, visage tu de veux Yao, la puis là, regarder. tu suis ses lèvres, tu sais. Oui, tu veux toujours regarder Yao. Yao, C'est vrai qu'il y a des belles lèvres. il a des belles lèvres. Merci, C'est merci. un bel homme. Ouais. Puis il rappe vite. Puis il fait même du rap intelligent. Oh, Ouais. Ben, quand même, hein. quand Ouais. même. Mais il faut se dire les vraies Attendez, affaires. faut que je vous embauche là, les gars. Ouais, mais on le fait juste une fois par année sur le podcast. Après ça, le restant du temps, on parle pas de toi, Yao. Non, mais justement, je vous embauche. Parlez de moi l'année longue. Allez, venez. Équipe de relations de presse, marketing, Nicolas Monette, Marc-Antoine Joly. Oui, c'est ça. Hey, on sait pas, peut-être c'est ça le futur. Hein? Ouais. Mais là, tu as Qui commencé sait? à la radio. Évidemment, pour toi, faire de l'animation, c'est rien de nouveau. C'est chose que tu fais depuis des années. Mais là, de le faire sur les ondes d'Unique FM, d'avoir ton morning show, ton show du matin, ça te fait quoi d'avoir accepté de faire ça puis de dire, OK, parfait, c'est là-dedans que je me lance? Ben, c'est vraiment cool, en fait. Surtout, c'est différent. C'est très différent de... J'avais eu une émission de radio avant, à l'époque, qui s'appelait Esprit Nomade. Oui. À l'époque de Véronique Soucy, encore sur Unique FM. Mais encore là, c'était différent parce que, tu vois, c'était une émission concept. Donc, je faisais découvrir la francophonie mondiale. Donc, je préenregistrais l'émission. Je me permettais voilà, quoi. Il y a des moments où on faisait des rediffusions. Alors que là, on est sur une émission matinale et vraiment en direct, en fait. Donc, Oui. c'est la régularité, c'est de revenir constamment. C'est toujours aussi de présenter des nouveautés, tu sais. Je pense que c'est là encore où ça devient intéressant, encore plus. Tu sais, là, je viens de passer 2 heures à me dire qu'est-ce que j'ai envie de jouer cette semaine, tu comprends ce que je veux dire? Après avoir déjà envoyé 30 chansons à Nicolas en disant rajoute ça dans la base de données, tu vois, quoi. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un beau médium. C'est un médium que j'ai toujours aimé. J'aime les textes, j'aime la parole. Donc, pour moi, d'être à la barre de cette émission-là, déjà, c'est un honneur. Tu sais, on parle de l'émission du matin. C'est une heure de grande écoute d'avoir été approché par Unique FM pour ça. Mais en plus de ça, de pouvoir infuser l'émission de qui je suis. Je pense que les gens qui écoutent l'émission, qui ont écouté l'émission, qui écouteront l'émission, verront vraiment que, déjà, musicalement, le mélomane à moi est absolument heureux. Tu sais, j'ai vraiment la liberté musicale de faire découvrir, donc beaucoup de familiers, beaucoup de découvertes, mais aussi d'infuser l'émission avec ma personnalité, ou avec des moments cocasses où on partage des informations anodines, où on partage vraiment un peu de tout, quoi. Et ça, je trouve ça cool. Et le concept aussi moins rigoureux de se dire que c'est une émission du matin. Donc, je suis là pour accompagner les gens. Et ça, je trouve ça cool. Tu sais, le matin, je me dis, qu'est-ce que moi, j'aimerais bien entendre le matin, tu vois? Et je dis, je suis pas là pour compétitionner avec les Radio-Canada. Tu sais, si vous voulez les nouvelles pures et dures, ben, c'est syntoniser Radcan, quoi. Mais nous, on est vraiment dans un accompagnement matinal et pour moi, ça fait toute la différence, en fait. Je trouve ça bizarre en radio que le morning, c'est l'émission la plus prisée. C'est comme l'honneur. C'est comme ultime. Ou que te réveiller à 3h30 pour préparer un show. C'est un positif. Tu fais yes, je suis rendu là. Donne-moi le show du retour. Je me lève à 11h. Oui. J'ai un show de 3 à 5. Hey, la vie est-tu donc belle? Mais il y a plus de codes Comme d'écoute le matin. Comme en télé, c'est comme le fameux 5 à 7. Oui, c'est c'est souvent le comme prime spot. les prime spots. Mais la radio, c'est encore un médium qui est très dans les autos du monde, dans le train-train quotidien, le matin. Mais c'est aussi de réaliser que ces gens-là, quand ils commencent leur émission, là, ça fait pas 1 heure qu'ils sont debout comme les personnes qui les écoutent. Ça va faire un 3-4 heures parce qu'il est rendu comme ton midi, ton 1 heure de l'après-midi, fait que t'es réveillé. Puis ça, ça m'a toujours fasciné.
Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis aussi, parce qu'effectivement, c'est à 3h, 4h30 du matin, moi, c'est l'heure de mon alarme est pour 4h30 du mat. Et des fois, tu te dis, c'est quand même intense, mais je pense que la meilleure façon de le décrire, eh bien, c'est Michel Picard qui me l'a dit. OK. Il a dit, l'émission du matin, les gens sont vierges d'oreilles. Il dit, les gens viennent de se réveiller. Tu sais, voilà quoi, c'était silence, c'était la nuit, les gens viennent de se réveiller. Et tu es la première chose, en fait, qu'ils écoutent. Et ça fait toute une différence parfois, parce que des fois, il y a des gens qui écoutent juste la radio. Il y en a qui allument leur radio le matin, il y en a qui allument la télé, mais à la fin de la journée, quand ils montent en voiture, qu'ils allument la radio, souvent, c'est la première fois qu'ils entendent, que ce soit de la musique, que ce soit quelqu'un qui leur parle ou quelqu'un autre que le quotidien, quoi. Et ça c'est intéressant, ou c'est là où la magie aussi de se dire, OK, je suis la première personne que les gens vont écouter, qu'est-ce que je veux leur donner? Et je pense que c'est pour ça que c'est si prisé que ça, en fait. Et en fin de journée, imagine, tu as une longue journée dans le corps. Parfois, tu as juste envie... les autres. Non, j'ai le meilleur spot. C'est moi le meilleur spot. Non, je rigole, mais je pense à moi en fin de journée. Parfois, tu as une longue journée dans le système, puis c'est aussi une heure de grande écoute parce que tu veux écouter autre chose. Oui. Et je pense que c'est là où c'est magnifique de se dire qu'on a la matinée, on a l'après-midi, qui sont vraiment des moments où les gens prêtent attention. Et les gens aujourd'hui écoutent souvent la radio en voiture. Donc, c'est vraiment un beau cadeau, je dirais. T'as même les sociopathes que leur cadran le matin, ils allument une radio. Ça, là, je trouve ça malade. Il y a des cadrans, il y a une certaine génération, pour pas les nommer, les boomers. Moi, j'ai déjà eu ça. Ah oui, tu travaillais avec la... Hey, je trouve ça gossant. Réveiller avec la radio, j'ai déjà eu ça. Ouais. J'avais un vieux cadran de mes parents. Puis à un moment donné, ça l'a changé avec un CD. OK. Puis après ça, avec un MP3. Puis j'ai eu une phase où j'écoutais du gros rock et je me réveillais moi aussi, sur j'ai eu ça. du comme ah! Puis je sais pas comment dans mon monde c'était logique. Je veux te savoir la pire chose. J'ai la meilleure anecdote d'alarme. Disturb? Non, j'étais en couple en plus. J'étais en couple avec Buck. J'allais souvent au gym le matin à l'Université d'Ottawa pour éviter les grandes foules de monde au gym. Puis j'avais comme un motivational talk qui me réveillait le matin. Puis ça disait « I will die on a treadmill ». Puis moi, je me réveillais là-dessus. J'étais pompé. Puis après, j'avais ma blonde qui « Qu'est-ce que tu fais, man? » Je m'en vais au gym, toast, toi. Oh, wow! Ça a zéro rapport avec Yahoo. Non, ça a zéro rapport avec Yahoo. C'est magnifique parce que tu te poses la question aujourd'hui de vraiment le médium de la radio. À la fin de la journée, surtout, bon là, on est sur podcast, encore, il y a la vidéo, mais le médium de la radio en tant que tel, de se dire qu'il est encore si présent, alors que beaucoup d'autres médiums ont pris le bord, même en termes de télévision, quand ils pensent aujourd'hui, les gens sont plus vraiment télé, les gens sont applications, Netflix, tu vois quoi. Donc, en fait, tu te demandes parfois jusqu'à quel point est-ce que ce médium... En fait, tu réalises parfois jusqu'à quel point est-ce que ce médium est magique. Je pense pas que ce médium est près de... Autant qu'on le critique parfois, je pense pas qu'il est près de mourir. Non. Non, il y a encore quelque chose de super important, de pertinent. Le côté, évidemment, nouvelle, le côté circulation. Puis tout le switch de... Tu allumes ta radio, faut pas que tu y penses plus loin que ça. Si tu bloques ton téléphone le matin, t'es comme, je vais écouter quelle sorte de musique. Il y a beaucoup de questions. Je vais écouter quel podcast, je vais écouter quelle ou telle affaire. Là, je vais le mettre, je sais que j'ai environ la même recette à chaque jour, puis ça me va. La radio, là, c'est certain que tes mains libres. Pense-y vraiment. À moins que tu aies un gros boombox. C'est ça. Mais tu fais juste la laisser jouer, puis tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ton téléphone. Fait que tu peux te concentrer sur la route comme ça devrait l'être. Puis aussi, les personnes en construction, c'est une grosse affaire encore la radio, là. Puis je pense aussi qu'il y a toute la beauté d'une vraie... J'estime en tout cas d'une vraie découverte, d'une vraie confiance et d'une vraie consommation passive de la musique. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, bon voilà, tu peux mettre une playlist sur Spotify et puis voilà, tu peux faire le même effet, mais tu n'as pas vraiment... Tu sais encore à quoi t'attendre, c'est encore ton choix. Tandis que la musique, c'est encore un médium où tu es livré à la personne qui est face à toi, en fait. Tu es livré à l'animateur et qu'est-ce qu'il va jouer, qu'est-ce que le directeur musical aura choisi de jouer. Il y a encore un réel sens d'inconnu et de découverte avec la radio, j'estime, que d'autres médiums. Oui. Et ça, pour moi, c'est magique. Moi, j'adore faire découvrir des choses aux gens. Donc, pour moi, c'est là où je trouve que c'est magique. Puis il y a aussi la différence musicalement entre la musique qui joue à la radio, qui est populaire, on va dire, dans le media base, dans le top 100 francophone radio et le top 100 streaming. Oui, c'est pas nécessairement les mêmes choses. Il y a aussi des balises qui diffèrent. La musique, si on veut dire, qui est faite pour la radio, c'est souvent plus de la pop
ou comme du folk, du country, tandis que, tu sais, on va moins aller dans du hip-hop. Aussitôt qu'il y a un sacre, ça t'enlève des heures de grande écoute. Fait que tu peux mettre la nuit, mais on s'entend que ça va pas être le succès monstre. Non. Fait qu'il y a tout ça aussi. C'est un ballon quand même bizarre. Puis les fameux artistes qu'on ne connaît que par des tunes radio, puis qu'on les voit pas nécessairement faire des grosses tournées de spectacle, parce qu'il y a des artistes qui se contentent à juste avoir leur chèque de redevance, puis ils sont comme « Hey, je suis bien, je suis un artiste, je reste chez nous, je fais de la muse, puis j'ai pas besoin de faire de show. J'ai pas besoin d'avoir de dette. Ouais. D'avoir un investissement puis de payer des hôtels. Dans mon industrie, c'est ce qu'on appelle punchline. Oui. C'est comme, oh. Toi, Yao, évidemment, tu fais beaucoup de routes avec évidemment ton projet qui s'appelle Yao. Est-ce que tu écoutes encore beaucoup de musique quand que tu es sur la route? Est-ce que c'est quelque chose qui te suit au quotidien puis qui t'inspire justement dans ton émission? Moi, je te dirais, j'ai des phases. J'ai énormément de phases. Déjà, la réponse de base est oui. Oui. J'écoute encore beaucoup de musique. Et je pense que c'est là où ça devient très intéressant par rapport à mon émission, parce que j'estime avoir une culture musicale qui est quand même très, très large. J'écoute n'importe quoi qui me donne pas mal à la tête aussi. Je suis encore très de ceux qui rentrent dans un endroit et qui vont Shazam une chanson qu'ils vont entendre. J'ai toujours l'ouïe un peu attentive, peut-être par déformation professionnelle, tu sais comment je veux dire. On parle de formation professionnelle, mais déformation professionnelle fait que c'est comme un musicien à un concert. Tu suis pas vraiment le concert. Tu es en train de critiquer le concert intérieurement. Tu es en train de regarder le setup, puis comment ils ont fait ci, puis comment ils ont fait ça. Mais c'est un peu la même réalité aujourd'hui. L'excelleur dans le coin, là, il est mal coilé. Je passerais pas ça avec mon gars de son, ça. Non, tu comprends ce non. que je veux dire? C'est comme, pourquoi est-ce que son mic stand à lui, il est gris, puis les autres, il est chromé, puis les autres, il est noir? Tu sais? Mais c'est un peu la même chose aujourd'hui avec la musique. J'ai toujours un peu l'ouïe un peu attentive de qu'est-ce qui joue, puis qu'est-ce qui sort, puis qu'est-ce qui marche pas, puis qu'est-ce qui aurait dû marcher selon moi, en fait, puis aussi par rapport à mes propres goûts. Mais j'ai des moments où je monte dans ma voiture et je veux juste le silence. Parce que c'est aussi les moments où je me retrouve seul avec moi-même. T'sais. Quand je fais de la route en solo, en tout cas. Fait que là, souvent aussi, je vais me retrouver à dire, j'ai pas envie d'écouter de musique. J'ai vraiment juste envie de me concentrer sur la route, puis de réfléchir, puis de planifier dans ma tête, puis de faire des appels. Donc, des fois, je rentre vraiment dans ce mode-là. Mais de manière générale, le moment où je découvre le plus de musique, c'est en voiture. Genre, si quelqu'un m'envoie un CD disant « je veux que tu écoutes ma musique » ou si j'ai un artiste que je viens de découvrir et dont je dois écouter la musique, ça va être en voiture. Moi, c'est le moment où je suis concentré. Comme tu l'as dit, un peu passif. Oui. Donc, je mets ça et puis là, j'écoute et puis je suis concentré sur la route, tu vois. Et pour moi, c'est quand même encore magique jusqu'à aujourd'hui. Puis ça influence énormément mon émission. Puis je pense même, hier par exemple, j'ai fait 2h30 de route où j'écoutais spécifiquement des sons qui m'ont été envoyés par un producteur en vue d'un prochain projet, tu vois. Okay. Donc, c'est quand même, c'est aussi façon de dire, c'est des moments pour moi vraiment d'écoute, quand je suis en voiture. C'était 73 chansons que j'ai écoutées comme ça en voiture. Et puis c'était-tu pour choisir des nouvelles pistes? C'était-tu comme des instrus? Est-ce que tu as le droit d'en parler ou pas? Je respecte le fait que tu peux pas en parler si tu peux pas. Non, je peux en parler. C'est effectivement ça. C'est qui donne la subvention? Quel programme? C'est quoi le nom de l'agent? On pose des vraies questions, là. T'es booké où? Mais effectivement, c'était en vue d'un prochain projet. Bon, je pense que le public a un peu eu une perspective du fait que je suis tranquillement en train de créer des nouveaux sons, entre autres sortir Imaginaire en avril, c'était un peu ça. C'est aussi une nouvelle façon pour moi de travailler. J'ai changé un peu ma méthodologie. D'habitude, je suis très à bulle créative. C'est-à-dire, je vais prendre 2 mois, ou là, pendant 2 mois intensifs, où je n'écoute pas de musique. C'est assez intéressant. Pendant 2 mois intensifs où je n'écoute pas de musique pour ne pas me laisser influencer. Je comprends ça, oui. Wow. Ouais, tu comprends ça? Absolument. D'habitude, c'est ça. Je me fais 2 mois, 3 mois où là, j'écoute pas de musique et je suis en mode création. Mais là, je fonctionne un peu différemment. Je crée au fur et à mesure. Je suis dans ma phase un peu collabo. Je te jure sur ma propre tête qu'hier, j'écoutais un son en me disant j'aimerais bien, j'entends bien Marc-Antoine Joly chanter sur ce son avec moi. Wow.
genre, c'était comme je te jure, là, sur ma propre tête. J'entendais ta voix sur un son, je me disais... Track 12, par contre, là, mais t'es quand même sur l'album. Track 12 unreleased. non, mais c'est vraiment ça, en fait. Ouais. C'est vraiment la phase dans laquelle je suis en ce moment, puis j'ouvre mes horizons un peu et je me dis, allez, on crée. J'ai des chansons qui sont déjà prêtes, puis je me dis, à un moment donné, je vais décider si je les sors ou pas. Et là, par exemple, parfait exemple aussi, samedi, je suis sorti marcher pendant 1h30 et pendant que j'étais en train de marcher, j'étais en train d'écrire un texte, tu vois. Fait que j'étais en train d'écrire une chanson, j'avais un son sur lequel que j'avais commencé à produire et je me dis, j'ai commencé à mettre des textes dessus. C'est une autre façon de travailler qui est différente pour moi, mais que j'aime bien. Je me dis, au fur et à mesure, les gens vont entendre des nouveaux sons qui vont sortir comme ça, ici et là, et puis ils vont se dire, et puis après, on verra ce que ça donne. Ouais. Ça fait quelques semaines en ce moment qu'on partage le même espace de travail, le même bureau. Et puis, j'ai déjà un running gag avec Yao. Okay. J'ai trouvé mon running gag, c'est « Je kiffe la vie ». Je kiffe la vie. Un album qui n'existe plus nulle part, mais un vidéoclip très gangster. Ben, pas gangster, genre Playboy, je sais pas comment expliquer. Il y a une fille dans l'espace. Même Yao, il a dit qu'ils ont compliqué l'affaire pour aucune raison. Okay. Je suis comme, pourquoi qu'elle est dans l'espace? Puis comme, je le sais pas, man. Je le sais pas. Je kiffe la vie de cet album-là. Est-ce que ça va revoir le jour? Parce que, et je le cite, il connaît la chanson encore. Il l'a slammé. Genre... sans problème. Sans problème. Puis il a fait, c'est quand même tout un son. Il a dit, c'est quand même, essentiellement, dans des termes de personnes normales, il a dit, c'est un banger. There you go. Est-ce qu'on va voir un Je kiffe la vie partie 2 ou remaster? Non, absolument pas. Mais... J'aime la vie. Mais c'est drôle, parce que c'est drôle que t'en parles. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, remets cet album, ressors cet album. Parce qu'il dit, ça fait quand même partie de qui tu es, tu vois. Et il y a certaines personnes qui seraient intéressées de connaître les débuts de Yao. Avant les centaines de spectacles dans des dizaines de différents pays, sur les 3 continents. Avant tout ça, il y avait un petit gars. C'est ton premier album aussi, solo. Ouais, c'était mon premier album solo. Il y avait des ambitions avec cet album-là. Il y avait une vision et une idéologie un peu différente aussi. Puis, fait que les gens disent, non, mais t'es parti de là. Je dis, oui, j'ai aucune honte par rapport à ça. C'est sûr que j'ai certaines réserves. Mais non, mais sans blague, quoi. Faut se dire. Oui. J'avais une idée, mais j'étais pas encore. Je pense que je m'étais encore laissé influencer beaucoup par des forces externes. Et je pense que c'est un peu là où j'ai voulu prendre un pas de recul et dire, OK, l'album qui est sorti ensuite, Perles et Paraboles, c'était 100% du moi, quoi. C'était qu'est-ce que moi j'avais envie de faire. Je disais même que c'est un album que j'ai fait avec un doigt d'honneur à l'industrie. C'est un album que j'ai fait pour me faire plaisir. J'ai fait un album qui s'appelait 1, Perles et Paraboles. 2, la première chanson, c'était un électropop. La 3e, c'était up-tempo jazz. Et la 8e, c'était juste voix et violon. Ça avait comme pas rapport. Mais je m'étais fait plaisir sur ce projet-là. Et ironiquement, c'est le projet aussi où le public a le plus... C'était ma première... j'ai eu 7 nominations au Gala des Prix Trieur avec cet album-là. C'était ma première vraiment virée. Tombé dans chaque catégorie. On fait jazz, hip-hop, rock, partout électro. Mais ça m'a aussi démontré que c'est ce que le public voulait. Ouais. Le public avait soif d'authenticité. Puis je suis resté dans cette veine-là. Mais c'est sûr que le premier album, Généris... il y avait des bons coups. Il y a Généris 2.0 qui est sorti après. Comme quoi, je n'avais pas vraiment honte de cet album-là. C'est juste que je pense qu'il y avait des directions qui n'étaient pas les miennes. Et je vais être franc, hein, je kiffe la vie. C'était par exemple un Méli-Mélo des 2. Mais la vidéoclip aussi. Donc, tu te laisses diriger un peu par les forces externes. Mais ce n'est pas nécessairement ta première vision artistique. C'est un album sur lequel tu pouvais entendre un texte comme Triste mine qui était vraiment lyrical avec ma triste mine résulte en ma triste mine, où tu avais vraiment une idéologie textuelle derrière qui s'accompagnait avec un texte qui s'appelle Money in my hands, c'était un monde de money in my hands, c'était un gros hip-hop ghetto, ou encore Belle et sexy, où moi, pour un lyriciste, j'avais une chanson dont le refrain, c'était littéralement belle, belle et sexy, j'en veux une, j'en veux une, j'en veux une, oh yeah, oh yeah, oh yeah. C'est comme, OK. Non, mais sincèrement, aujourd'hui encore, je repense à ça et je me dis, tu te dis, ouais, c'est ce que l'industrie veut, ouais, on veut des trucs comme ça et tout, tu le fais, mais après, t'es comme, quand toi-même, après, t'écoutes tes propres sons, puis t'es comme,
C'est comme... Ouais. Tu kiffes plus tant. Tu kiffes plus tant ta vie. Ouais. Ouais, non, tu sais quoi. Mais écoute, fallait le faire, et puis c'est ça la beauté, tu sais, je l'ai fait, puis je me suis rendu compte que, ouais, écoute, c'était pas moi, puis c'était pas ça que j'avais envie de faire. Ouais. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir de belles opportunités avec cet album-là, qui m'a lancé vraiment dans l'industrie, qui m'a ouvert des portes, mais la réalité est que, ben, tu sais, petit pas en arrière, je me dis... Peut-être qu'éventuellement, les gens pourront réécouter cet album-là sur mon site internet ou sur SoundCloud ou quelque chose comme ça, mais Napster. C'est ça, j'étais pour dire, on va le mettre sur Napster. Belle façon de faire un clin d'œil. Mais tu pourrais faire des clins d'œil aux vidéoclips dans des prochains vidéoclips. Oui, ça commence avec Yao qui joue au golf. J'ai eu la chance de aussi écouter les vidéoclips avec Yao. Ça. Un vidéoclip que j'écoute, ça fait de temps en temps, juste à cause que je trouve ça... Tu l'écoutes à chaque jour. Non, c'est juste... Je sais pas pourquoi. Je l'écoute au moins une fois par mois. Je sais pas pourquoi. Mais... 12 fois par année, même en décembre. Mais en fait, ce qui est encore plus drôle, c'est que moi, j'ai vu quelque chose et j'ai trouvé ça hilarant. C'est que des fois, il fait des screenshots du vidéo. J'ai un screenshot de Yao dans une position très compromettante qui est en train de chugger une bouteille de Grey Goose. Ça, j'ai trouvé ça drôle parce que direct en avant de moi, il a dit « Ah, ça, faut que je le garde. On sait jamais quand ça va servir. » Ça, c'est typique de Nick Modem. En plus, j'arrête d'écouter avec lui, puis j'arrête, puis je rewind, puis j'essaie de trouver le frame. Le sweet spot. Puis il fait comme « Qu'est-ce que tu fais? » Je garde ça pour plus tard. Ouais. Mais tout ça pour dire, Yao qui joue au golf sur un faux terrain de golf, c'est quand même bon. C'est excellent. En fait, c'est le rêve de tout le monde, je pense. Juste de jouer sur un faux terrain de golf avec Yao. En fait, c'est là où tu voyais vraiment que tu poussais le bouchon sur des trucs, mais on n'avait pas le budget de louer un on était dans un parc. Tu vois les pissenlits clairement dans la vidéo. Aucun travail pour même essayer d'éditer ça en post-prod. Le green, il est dans le rough. Là, comme, il y a du long gazon. Là. Regarde, on savait pas où on était. Ça se pourrait. Il y a des places, des fois, que le green n'est pas aussi beau que... Le gazon, il n'est pas tout le temps beau. Surtout dans le parc à Montréal. Là, où ça a été ça se voit qu'on est clairement dans un parc à Montréal. Genre. Il y a quelque chose qui me fascine beaucoup chez toi, Yao, comparativement aux autres artistes, c'est que tu es une personne très organisée qui regarde en avant, que tu prépares à l'avance. Il y a tout un parcours, ce gars-là. On n'a pas parlé de ça, et je pense pas que toi, tu le sais non plus. Oui, je sais beaucoup de choses sur Yao. Parle-nous de... Il a joué avec moi. Mais comme tes débuts n'ont pas été en musique, non. Ça a été money in my hands. Ouais, ça a été money in my hands, dit-il. C'était les surtout dans les comptes des autres, là, je te dirais, mais quand même, oui, un peu dans ses mains. Ouais, non, effectivement. Moi, ça m'a pris 7 ans avant de réaliser que je pouvais faire d'une passion une carrière. Ça avait toujours été un à côté, ça avait toujours été quelque chose qu'on faisait pour le fun. Mais moi, j'ai fait de la salle, j'ai fait le centre d'excellence artistique en théâtre et en écriture et création littéraire. Mais je suis rentré à l'université en sciences commerciales, quoi. Je suis allé faire spécialisation management et finance. Je suis reparti faire une majeure spécialisée en sciences politiques avec une mineure en administration des affaires. Et j'ai travaillé à la banque. Moi, j'étais senior banking officer à la Banque de la Nouvelle-Écosse, à Scotiabank. Dernier emploi officiellement que j'avais, j'étais analyste de portefeuille d'investissement en biens immobiliers chez Travaux Publics Canada. Moi, c'était vraiment mon parcours. J'ai toujours adoré le monde des affaires, j'ai toujours adoré le monde des finances et de l'investissement. Et jusqu'à aujourd'hui encore, c'est quelque chose que je fais encore sur le côté et que je regarde encore très, très souvent ce qui se passe, que ce soit en termes immobiliers, que ce soit en termes la bourse, le marché boursier, que ce soit en termes les développements d'entreprises. Je regarde encore énormément ce genre de choses. On va-tu vivre une récession? Pour ça de même? Bon, mais c'est pas le sujet, mais si tu as... Mais oui faut ou faire non? attention parce que... Vite fait. Gut feeling non, ou non? Non, mais... arrête. C'est un fake. C'est un fake. Non. C'est fait renvoyer. Bon, quand tu penses au fait que, par exemple, les propriétés au Québec risquent d'avoir un 370% d'augmentation sur leur valeur, sur les taxes, justement, les taxes de propriété, tu te dis, ça risque de faire mal à quelqu'un. Ça va faire mal. Mais ouais, mais effectivement, puis je pense que mon plus bel atout aujourd'hui, je me rappelle au début, les parents sont un peu frileux de cette idée et ma mère qui m'avait sorti des phrases du style ah mais qu'est-ce que tu fais avec tes diplômes, tu gaspilles tes diplômes, Aujourd'hui de pouvoir dire que j'ai eu la chance de combiner tous mes diplômes
Ça, pour moi, c'est un beau cadeau. Ma passion paie mes factures, c'est magnifique, mais en plus de ça, toute mon expérience et toutes mes connaissances dans le monde des affaires, dans le monde des finances, dans le monde de la gestion, dans le monde de l'administration des affaires me permet aujourd'hui de pouvoir gérer ma propre carrière à travers ma propre boîte, avec une super équipe, de stratégiser de manière plus large aussi mon projet et ma carrière. Puis ma compagnie de base, Intello Productions, c'est ça, c'est l'intellectuel au service du créatif. On approche vraiment le projet artistique de la même façon. Tu vends un produit, un CD, du merch, tu vends un service, un spectacle. C'est quoi ton plan de carrière? 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. On approche vraiment ça et d'offrir cette expertise-là aussi à d'autres artistes. Ça, je trouve ça encore plus cool. Et de l'autre côté de la médaille aussi, tout mon parcours en sciences politiques me permet aujourd'hui de comprendre comment fonctionne le système, puis d'être sur des conseils d'administration, puis pouvoir faire du lobbying au nom de mon industrie auprès justement quand on fait la journée des arts sur la colline, où on parle aux députés, on fait des rencontres avec les sous-ministres. Par exemple, en Ontario, moi, ça avait été un de mes chevals de bataille pendant longtemps, qui était le fait qu'on a une politique d'aménagement linguistique. Ouais. Mais la culture joue un rôle énorme et très important dans nos écoles aussi. Et l'Acadie ont une politique d'aménagement linguistique et culturel. Donc, ils ont compris intégrer dans le parcours scolaire l'apport de la culture. En Ontario, on a eu cette conversation pendant un petit bout de temps. Mais organiser des rencontres entre le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires francophones et Réseau Ontario, la Fédération culturelle canadienne-française, c'est de comprendre comment fonctionne le système et pouvoir mettre cette expertise, cette connaissance-là aussi au service de mon industrie. Pour moi, j'estime que c'est le plus beau cadeau aujourd'hui. Je suis comblé parce que toutes mes passions se retrouvent en une, tu vois. Mm-hmm. C'est beau, ça. C'est vraiment beau. C'est vraiment smart, surtout. Est-ce que tu voudrais continuer, Yao? Je pourrais continuer. C'est là, puis comme... C'est continuer. Qu'est-ce qu'il dit? Ça a du gros bon sens, ça. Absolument, mais c'est quelque chose à avoir discuté avec Yao sur différentes facettes et tout. Puis c'est vraiment intéressant de voir comment il voit justement la carrière d'un artiste. Puis je trouve que rares sont les gens dans le monde artistique qui le voient de cette façon-là. Je pense que ton background t'ouvre justement... ça, puis démontre à quel point c'est important de voir loin. On voit ta carrière. Moi, je veux dire, je t'ai rencontré, c'était avec Perle des Paraboles, justement. Et puis, je t'ai juste vu grandir, mais genre, dans cette année-là, j'étais comme, il n'y a personne qui réussit à faire ça habituellement en 1 an, là, tu comprends? Ou même en 2, puis là, puis c'était... Puis d'album en album, c'est juste, tu continues de grimper comme si c'était planifié. Chaque coup est planifié, puis je le sais qu'ils le sont. Puis c'est ça, je pense, qui me fascine. Je me dis, à quel point tu peux planifier dans le futur quand tu sais pas nécessairement ce que le futur te réserve. Mais tu as totalement raison. Mais tu vois, j'ai aussi vraiment cette perspective où on dit, si tu échoues de planifier, c'est que tu planifies d'échouer. Et pour moi, c'est toujours important d'avoir un plan. Avoir un minimum de plan. Je dis toujours, je n'ai pas besoin d'avoir tout l'alphabet. J'ai besoin de voir A, C, E, Q, Z. Et puis c'est bon, de voir les grandes lignes et puis de faire un plan. Et le plan me permet d'avoir une ligne directrice, de pouvoir planifier, organiser, gérer un projet dans une direction. Et si jamais il y a un mur, au moins on a un plan. On sait où on est censé aller prochainement. Donc on commence à dire, OK, comment est-ce qu'on contourne ce mur-là, ou comment est-ce qu'on passe par-dessus ce mur, ou est-ce qu'on trouve une fenêtre pour rentrer. Et là, pour moi, ça devient intéressant parce qu'il y a une réelle planification d'une longévité. Moi, ce que tu dis, les gens ne vont pas le réaliser à quel point c'est important pour moi. Moi, j'ai des phrases clés qui restent dans ma tête. Par exemple, je n'oublierai jamais Thomas Criner à la PCM, qui après l'album Lapsus est venu me voir et m'a dit « Yao, tu es probablement l'artiste que je connais qui a roulé le plus longtemps sur le même album. » Dans une époque où on te disait que la durée de vie d'un album, c'était 9 mois, 1 an, moi, j'ai fait 6 ans sur l'album Lapsus. Wow. Ouais. Et pour moi, en tant qu'administrateur, je me dis « Ok, c'est important parce qu'on a vraiment exploité. C'est un vrai travail d'exploitation du projet, de rentabilisation du projet. » Et ces mots-là viennent me chercher parce qu'à la fin de la journée, oui, c'est une passion, mais c'est aussi mon gagne-pain. Je dois payer mes factures à la fin du mois, je dois nourrir ma famille. Donc, à un moment donné, tu commences à prendre conscience de tous ces éléments-là et aussi de voir l'évolution et de pouvoir la quantifier. Dans un rapport de demande de subvention, pouvoir quantifier ça. Mm-hmm. Et l'exemple que je donne, par exemple, récemment, qu'on a réalisé, l'album Lapsus, sur 6 ans, ça a été 150 spectacles, 7 différents pays, 3 continents. Ça, c'est sur 6 ans. De 2016 à 2022. De 2022 à 2024, en l'espace de 2 ans, on a fait 110 spectacles dans 10 différents pays sur 3 continents. Donc,
exponentiellement, on peut dire que le projet a évolué. Ça a une valeur inestimable dans la carrière d'un artiste, d'être capable de dire, on a réussi à faire en 2 ans pratiquement le 2/3 de ce qu'on avait fait en 6 ans auparavant. Pour nous, ça démontre que, on est beaucoup plus efficace, on est beaucoup plus efficient, on a un meilleur contrôle de notre part de marché, on a une meilleure idée aussi de comment structurer nos projets pour faire beaucoup plus en beaucoup moins de temps. Et ça se répercute sur tout. Ça se répercute sur les salaires des musiciens, ça se répercute sur les opportunités qui se présentent à nous. Et nous, on était rendus à une étape où le plus important, c'est de dire, en tant qu'artiste, nous, avant d'avoir perdu mon momentum en 2023 un peu, et encore là, on était rendu à une étape où on était sur 1 an et demi d'avance. Nous, on était sur 1 an et demi d'avance. Genre, si tu essayais de booker le projet de Yao, c'était généralement 1 an et demi à l'avance, parce qu'on avait déjà nos horaires de planifier. Moi, aujourd'hui, je suis sur du 6 mois. Là, on reprend tranquillement les activités et tout, mais quelqu'un qui m'écrit aujourd'hui pour un spectacle ou un événement dans 3 mois, c'est déjà trop tard. Mon horaire, il est booké tight. Moi, je suis en train de booker déjà à partir de mars, avril, mai. J'ai déjà des dates de concert en juin, donc toi, ça fait une différence. Demain, toi, t'es correct. Dispo demain, ouais. Si jamais du slam. Mon horaire demain. Du slam, ça te va? Appelez-moi. Ouais, je vais te slammer ça, là. Je sais pas que je vais slammer, mais quelque chose. C'est ça, un ballon. Skinny jeans. Skinny jeans slam, c'est mon nom. Je vais transférer tout le monde vers toi, c'est bon. Ils vont peut-être être déçus. Non, je pense pas. T'es un bon parolier, t'es un excellent parolier. Mais je pense que la morale dans tout ça, c'est en tant qu'artiste, être artiste et de pouvoir dire, je sais combien d'argent je vais faire ce mois-ci. Je peux planifier. Zéro. Je peux planifier autre chose. Moi, c'est simple. Non, mais c'est ça, en fait. C'est de pouvoir dire, c'est ça, en fait, l'idée d'une carrière qui... Tu sais, j'ai pas un chèque à chaque 2 semaines. Ouais. Tu sais, j'ai pas cette paix d'esprit et cette facilité comme qu'ont un employé de pouvoir dire, je sais que dans 2 semaines, je vais recevoir tel montant et puis voilà. Tu sais. Donc, en tant qu'artiste, on est toujours un peu en train de courir, de dire, OK, d'où va venir nos prochains dollars? Mais là, de pouvoir avoir cette planification et de dire, OK, je sais combien je vais gagner en septembre, en octobre, en novembre. OK, je sais que décembre, je suis pas un artiste de Noël, donc j'aurai pas beaucoup de shows. Donc, je dois mettre de l'argent de côté pour pouvoir couvrir mes dépenses en pic. Quoique, Yao qui fait un spectacle concept Noël Slam, ça serait pas pire. Ça vendrait. On rigole toujours parce qu'on se dit... Tu devrais t'habiller en Père Noël, ça serait sick. Ah. Puis le pire, c'est que ça serait probablement beau. Ah, ça serait quelqu'un qui serait capable de se mettre des salopettes rouges en velvet, puis ça serait comme... Ouais, il est beau. Ouais, c'est un bel homme, ça. J'y crois. Mais j'ai un secret à vous avouer. Oh. T'as-tu un suit de Père Noël? Non, mais en fait, c'est que moi, j'ai déjà fait un spectacle de Noël. Ah. C'était quand, ça? C'était un petit spectacle privé, spectacle maison avec Julie Kim à Brampton. On a chanté Baby It's Cold Outside. Wow. Ça, on n'a plus le droit de la chanter, par contre. Ça demande. Ton chat, il est mort, Yao. Noël arrive. Noël arrive, c'est comme Mariah Carey. Beaucoup plus tôt que tard, ça va apparaître dans ton rétroviseur. C'est ça. Oh, c'est parfait. Ouais. Mais fait que t'as déjà fait un spectacle de Noël d'abord. Oui, je me suis déjà prêté au jeu. Tu fais tellement d'affaires qui sont toujours comme pas all over the place, mais c'est comme, hey, t'as-tu déjà fait ça? C'est surprenant. Oui, je l'ai fait il y a 12 ans. Pourquoi tu me parles de ça? Comme c'est vieux, ça. C'est un fad. Mais c'est comme même parler de musique avec Yao. Je me souviens les premières fois qu'on a discuté. Puis là, il commence à me sortir comme des groupes, genre vraiment plus underground. Je suis comme, attends une minute, là. Je m'attendais pas à ça. Puis là, on commence à parler d'affaires. Je suis comme, OK, il connaît sa musique, connaît le parcours, le tout. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, évidemment, j'avais l'oreille attentive. Je dis, je vais t'écouter, Yao. Là, je vais te dire quelque chose que tu sais pas. Vas-y. Tu t'en vas à New York. Non, je le savais. Oui, il me l'a dit la semaine passée. Je sais tout. Mais je pense pas que monsieur, madame, tout le monde le savent nécessairement. Ça, non. Puis je vais te laisser de l'expliquer parce que tu es mieux placé. Puis en tant que gestionnaire, j'ai oublié c'est quand que tu n'es pas au bureau. Non, mais effectivement, je fais beaucoup de choses. Et ma mère a dit un jour, si je pouvais te cloner, je le ferais. Comme ça, tu peux faire tout ce que tu veux. Et c'est encore plus intéressant vu que ma mère a les compétences et les connaissances pour me cloner. Mais c'est comme... J'aime découvrir et effectivement, je partage pas toujours ce que je fais. Des fois, il y a des gros trucs et je le partage. Comme en mars dernier, quand j'étais à New York,
J'ai fait une prestation à la mission canadienne permanente du Canada aux États-Unis, aux Nations Unies. J'ai donné un atelier d'écriture créative aux élèves de 2e année et aux élèves de doctorat à l'université de Princeton. C'est que des fois, il y a des gros trucs comme ça, je les posté sur les réseaux sociaux. Ils ont sorti les mêmes textes, ces gens-là, les 2e année, puis ceux de Princeton. Puis le doctorat, tu sais. Mais j'ai aussi fait des écoles élémentaires aussi, ce qui était vraiment cool. Oui. Mais effectivement, là, j'ai la chance de repartir encore à New York, cette fois-ci pour la semaine du climat. Donc, je monte tout un projet. Je monte des projets de médiation culturelle aussi à côté. Donc, je monte un projet de médiation culturelle autour du climat avec la délégation générale du Canada à New York, la délégation générale du Québec à New York, le Centre de la francophonie des Amériques aussi, où je vais donner des ateliers d'écriture en anglais et en français dans des écoles élémentaires et secondaires et dans des centres communautaires aussi. Et par la suite, on va récupérer les textes de tous les participants de ces jeunes-là qu'on va transformer en un seul texte et qu'on va livrer lors de la cérémonie d'ouverture organisée par la délégation générale du Québec à New York lors de la semaine du climat, en fait. C'est des projets, en fait, qui, moi, me font vibrer sur une autre plateforme que, c'est pas nécessairement monsieur, madame, tout le monde qui vont comprendre l'impact ou ce que ça crée derrière, mais pour moi, c'est une réelle façon d'apporter un changement par le biais de mon art. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Fait qu'hier, et effectivement, le matin, je suis à la radio. Là, je suis en podcast avec vous. Ensuite, cet après-midi, je suis en meeting pour parler de signer et gérer d'autres artistes, pour juste après parler business, mentorat avec un directeur d'une entreprise, avec un de mes partenaires. Ensuite, je suis à New York. Next thing you know, je suis en Acadie au Festival international de slam et poésie, où je suis au camp de leadership mercredi, demain, camp de leadership du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Il y a comme énormément de choses qui se passent dans mon horaire, fait que j'ai pas toujours le temps de poster ou de parler de ça sur les réseaux sociaux, mais pour moi, j'ai besoin de ça, ça me fait vivre. Puis ceux qui me connaissent pertinemment, moi, j'ai des amis proches qui me font trop rire parce qu'ils m'envoient des messages en mode genre « Yo, il y a tel événement. Est-ce que tu es même au Canada? » Comment t'invites? Es-tu des nôtres ou non? Comment tu peux inviter quelqu'un en leur posant la première question que tu leur poses, c'est genre, est-ce que tu es même au Canada d'abord? Ouais. Puis je trouve ça cool, parce qu'ils savent. Mes amis proches savent que, ou il y en a qui m'écrivent et me disent, OK, t'es dans quel fuseau horaire en ce moment, ou t'es rendu où? Ma propre mère, en fait, m'envoie un message genre, t'es où maintenant? Parce que là, je suis là, next thing you know, j'apparais au Ottawa. T'as pas Find My iPhone avec ta mère? Non. Find my Yahoo. Non, mais tout le monde serait un peu étourdi, Il y a comme une seule personne qui sait pertinemment où je suis à temps plein. Et même là, des fois, elle m'appelle pour me poser la question en mode, c'est quoi ça, ton horaire encore? Et c'est Nathalie Bernard. C'est ça, je te pose. On la salue. On la salue. Elle sait, parce qu'elle a mon calendrier. Elle a ton vrai calendrier. Elle a mon vrai calendrier, Exact. Sans doute, là. Mais ouais, mais New York, c'est quand même incroyable de se dire qu'en tant qu'artiste francophone, franco-ontarien, je me retrouve à New York dans des projets en français en plus, puis je donne des ateliers d'écriture créative aux profs de langue étrangère en Amérique latine, du Mexique à la Colombie, en passant par le Brésil, puis tu te dis, en fait, c'est fou à quel point l'art, je dis souvent, l'art est un magnifique outil de changement social. On arrive à rejoindre, on arrive à reconnaître toute une civilisation, toute une génération à travers son art. Et c'est pas pour rien que lorsqu'il y a un coup d'État, par exemple, les premières personnes qu'on sort, c'est les artistes, qu'on les muselle, parce qu'un artiste a une voix, un public, des gens qui sont prêts à l'écouter. Et quand tu te rends compte, en fait, de l'ampleur que peut prendre ta musique ou les différentes cordes que j'ai à mon arc, que j'arrive à incorporer dans ma pratique artistique, pour moi, c'est le meilleur cadeau. Je m'épanouis vraiment. Toutes les facettes de ma personne sont comblées. L'animateur en moi est comblé, l'éducateur en moi est comblé, l'artiste en moi est comblé, l'homme d'affaires en moi est comblé. Puis ça n'a pas de prix, en fait. C'est peut-être pourquoi je suis aussi intense dans ce que je fais. Je suis toujours... des fois, les gens me disent, comment ça se fait que tu connais ton horaire par cœur sur 3 mois, genre? Je dis, parce que ça fait partie intégrante de moi, puis ça me fascine. Puis j'aime ça, j'aime créer, j'aime découvrir, j'aime partager. Puis tu l'as mentionné, je suis le genre de personne qui va avoir des... Et Nicolas le vit avec moi en ce moment en ondes. Je vais te sortir de l'information, puis t'es comme... Qu'est-ce que d'où ça sort? J'ai quand même beaucoup d'informations. Je suis quelqu'un qui est rempli d'informations inutiles. Puis il m'en donne, puis je suis comme... Ça, je le savais pas. Puis ça, je trouve ça cool entre toi et moi, comme on se partage des informations, puis je suis comme, oh, il est comme moi, lui, il sait plein de choses sur plein d'affaires qui n'ont pas rapport, Ouais, smart. Smart. Let's smart. 2T1E. Exactement. S-M-A-T-T-E.
Mais depuis le début de l'émission, je me suis donné un devoir. Depuis que tu en as parlé, je regarde ses lèvres. Puis je veux finir là-dessus. Yao, t'as de très belles lèvres. Oui. Et comble-les. Sont là, puis ils servent vraiment avec ces belles paroles, ces beaux mots, sa douce voix. Merci. Et puis, s'il y a une chose que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'on est super chanceux qu'Yao nous ait dit oui parce que c'est un homme très occupé. Donc, on va dire merci beaucoup. Je l'ai mis dans son Yao. contrat de travail. Oui, c'est ça. En fait, c'est dans la petite clause en bas. Mais c'est vraiment, c'est littéralement, c'est drôle parce que moi, je vous adore, les gars. J'adore ce que vous faites, j'adore votre travail. Indépendamment, individuellement, je vous respecte énormément. Vous faites partie de ceux qui cherchent à faire avancer la culture franco-ontarienne, qui cherchent à faire avancer la cause des artistes franco-ontariens, des artistes franco-canadiens aussi. Avec ce que vous avez fait avec Wesley, c'est vraiment, vraiment cool. Fait que pour moi, Nicolas m'envoie un message texte. Et c'est là la blague aussi, c'est que genre, quand t'as mon numéro de cellulaire, on rigole souvent de ça. Je suis comme, il m'envoie un message genre, yo, mardi, midi, podcast, t'as du temps. Là, je regarde mon calendrier, je suis comme, ok, pour toi, oui. Oui, c'est ça. Pas vraiment, mais j'imagine que je vais me libérer. Merci, Yao. Oui, mais c'est vrai. Moi, je suis assis ici depuis en train de travailler comme vous, puis je finis avec vous, puis j'ai un autre meeting à 13h, puis j'ai un autre meeting à 15h, puis je vais aller chercher mon fils à la garderie à 17h. C'est comme go, tu sais. Mais puis je dois préparer ma conférence de demain, puis j'ai 2 demandes de sub qui sont dues pour demain. Puis mais c'est comme... Donc, Yao dort pas beaucoup ce soir. Il y a quand même un réveil à 4h30. Et la dernière question que je veux te poser, c'est quoi ton réveil? C'est-tu une sonnerie? C'est-tu une pièce? C'est quoi? C'est quoi le son du réveil? Yao doit avoir un cadran interne puis il fait juste se lever. C'est comme il se lève bien carré, assis dans le lit. Undertaker. Ouais. Je me réveille avant mon alarme. Oui, et voilà. Fait que tu l'entends jamais. En fait, c'est presque chiant, parce que, par exemple, mon corps est tellement habitué que mon alarme va être set pour 4h30, mais à genre 4h18, je suis comme... Quelle heure est-il? Puis là, je regarde, puis je suis comme... 4h18, je suis comme, j'ai encore 12 minutes. Je ferme les yeux, mais c'est une sonnerie. C'est genre une sonnerie de base. J'ai essayé les trucs de musique, mais je dors à travers. Je comprends. Okay. Fait que t'as besoin d'un... Ouais, si mon jamais, oreille... je peux t'envoyer un gars qui crie « I will die on a treadmill », ça te réveille sur un moyen temps. Tu veux courir à travers d'un mur, mais ça te réveille. Envoie-moi. Mais pour toi qui réveillais ta copine, moi j'avais découvert à l'époque, j'avais une Apple Watch. Et j'ai découvert que tu peux avoir des réveils silencieux sur ta Apple Watch. Ouais. Donc, en fait, ça donne des vibrations, puis ça comme tape ton poignet, puis tu peux choisir différents types de vibrations, puis t'as comme si quelqu'un tapait ton poignet, en fait, pour te réveiller très subtilement. Fait que t'as pas l'alarme qui réveille la personne à côté de toi, puis qui te payes pas le loyer, tu vas te réveiller en même temps que moi. Ça, je dis. C'est bon, ça. Un grand merci à vous. On invite les gens d'écouter en semaine, lundi au jeudi, matin unique, 94.5 Unique FM. Merci beaucoup, les gars. C'est un réel plaisir. Et j'ai envie de vous donner un petit scoop. OK, vas-y. Ouais. Beaucoup de gens ne savent pas que moi, avant de faire de la musique, je faisais de la télé. Oui. OK. Oui. Moi, je sais. J'ai aussi recommencé à faire de la télé, puis je viens de tourner une série qui sort en février. Fait que j'ai hâte que l'information sorte, ça me gratte. Fait que ça veut dire qu'on se revoit certainement en février pour parler de ça? Oui, superbe série. J'ai très hâte que la série sorte officiellement. Je joue un papa dans la série. Et pour ceux qui se demandaient, un jour, j'ai posté une photo sur Instagram avec des lunettes demandant aux gens la couleur. Et ben, c'était le personnage dans la série qui cherchait ses lunettes. Bravo. Des scoops pour vous parce que c'est nous autres qui a le scoop. Yeah! That's it. Hey, merci, chum. Merci les gars, toujours un plaisir.